Bismillah. Géraud était dans la salle d'armes de la maison forte en train de demander audience au seigneur de Servières quand Hugues de Merle y fit une entrée fracassante, à son habitude. Il réclama son neveu d'une voix tonnante, un valet tout tremblant courut le chercher. Du recoin où il tentait de se dissimuler, Géraud observait la jeune fille qui accompagnait Hugues. Ses boucles courtes, cet air hautain, il n'eut pas longtemps à chercher où il l'avait vue. En Valais, aux côtés du marchand vénitien. Lui, Géraud, bon vieux renard, avait alors flairé une supercherie. Mais tout de même, pas celle-là. Le valet était donc une fille et Hugues de Merle l'avait retrouvée. Lui seul savait où et comment. L'explication qui allait en être fournie à Messire Guy, Géraud avait très envie de l'entendre. Il se rencogna un peu plus. Par chance, la salle était sombre car dehors le ciel était gris. Il pleuvait de ces pluies lentes de basse montagne qui tombent obstinément tout le jour. Guy arriva. Il semblait d'assez mauvaise humeur. Vous voilà, bel oncle. Qu'y a-t-il encore? Pourquoi m'amenez-vous celle que je suppose être le faux valet? Avant qu'Hugues ait pu ouvrir la bouche, Mélissande avait fait à Guy une révérence de cour. Je suis Mélissande, fille de Gilles, sire de Tibériade, et petite-fille de Jocelyn le Courtenay, pour vous servir, messire. Et tu portes un surcot que je connais, pensa Géraud. Je l'ai donné à Berthe, l'autre hiver, quand elle m'a guéri de la douleur au pied qui me faisait tant souffrir. Donc c'est Berthe qui te cachait. Voilà qui ouvrait encore de nouveaux horizons. Il se fit toute oreille. Guy avait un demi-sourire qui ne laissait présager rien de bon. Est-ce pour m'apprendre ce que je sais déjà que vous me l'amenez, bel oncle? J'ai beaucoup à faire et peu de temps à perdre. Mélissande avait rougi. Hugues ne se troubla pas. Agnès te manque à ce point, que tu sois plus hargneux qu'un dogue. Je te l'amène pour que tu entendes de sa voix quel cheval était attaché au gros hou près de la clairière, la nuit du crime. Géraud en eut le souffle coupé et en son fort intérieur promit sur le champ un cierge de 10 sols à la Vierge de Rocamadour. Il n'aurait plus à s'expliquer. Il fit quand même la grimace en entendant Hugues poursuivre. Ce vieux brigand de Géraud prétend ne l'avoir pas vu, mais elle, oui. Par une nuit aussi sombre, fit Guy, sceptique. Il a donc fallu qu'elle tombe sur lui. C'est ce qui s'est passé, dit Mélissande d'un petit ton raide. Il était impossible de ne pas remarquer la tache blanche que ce Rouen portait au front. Je venais de le heurter et il baissait vers moi sa tête. Je sentais le souffle de sa bouche sur mon visage. Le cheval d'Ernon, murmura Guy. Eh oui, le cadet de Turenne. Encore un qui s'est lassé de n'être que cadet. Le prince Jean lui a sans doute promis un fief, de l'argent. Ernaud est passé de son côté, celui du complot contre Richard. Guy revoyait le cadavre de Fitzroy, les blessures du dos, cette sorte d'acharnement contre un homme déjà à terre et tué par traîtrise. Je ne peux pas croire que ce soit Ernaud. Il est chevalier. Tu m'as déjà chanté cet air, bon neveu, et moi je te demande pourquoi. Alors, son cheval était là. Et n'oublie pas, Iso, pour la garder, un homme peut renier les serments qu'il prêta le jour où il fut adoubé. Si Ernaud ressemble à son père, tapi dans son recoin, Géraud réfléchissait. Il fournissait en chevaux toute la maison de Turenne. C'était la raison pour laquelle il avait menti. Ne pas risquer de perdre pareil marché. Tant d'écuyers, de cadets, d'hommes d'armes. Lui non plus n'avait pas cru qu'Ernaud pût être l'auteur du crime, jusqu'au moment où la flèche avait sifflé à ses oreilles. Ce meurtre-là, le sien, c'était Ernaud qui l'avait commandé, par crainte d'être dénoncé. Je ne comprends pas, dit soudain Mélissande. Si cet Ernaud est, comme vous le dites, un fial du prince Jean et membre du complot outredit contre le roi Richard, pourquoi mon cousin s'est-il rendu à ce rendez-vous sans méfiance, sans épée, comme s'il allait rencontrer un ami, s'il avait rendez-vous avec un autre? Et qu'Ernaud les ait surpris, mais quel autre? Guy réfléchissait à voix haute. Hugues se taisait. Géraud se décida brusquement. Au diable! Allez, la prudence. Oubliez le cierge à la Vierge de Rocamadour. Ernaud avait voulu le tuer et cela, Géraud l'avait sur le cœur. Il sortit de son recoin sous les regards surpris d'Hugues, de Guy et de Mélissande. Pardonnez-moi, messire Guy, de n'avoir pas manifesté plus avant ma présence. Je n'osais pas interrompre un entretien qui... Assez d'excuses.
Pourquoi étais-tu ici et non à la foire? Je venais demander audience, messire Guy. C'est justement alors que je me rendais à la foire que, peu avant de parvenir au carrefour de la Mativie, un homme me visa avec son arc. La flèche, par chance, m'épargna. Le galop de ma mule, une très bonne mule, me sauva d'autres flèches qui m'eussent peut-être tué. Celle-là. Guy dit avec impatience: Eh bien, tu n'es pas mort. Je m'occuperai plus tard de ton affaire. Quelque débiteur, sans doute, qui a cru trouver le moyen de te régler ses dettes. On dit que tu serais usurier à tes heures. Hugues éclata de rire. Géraud vit rouge. Il se moquait de lui, ces seigneurs, parce qu'il n'était qu'un marchand, et bien qu'un notre seigneur paie. J'ai tout lieu de penser, messire Guy, que mon affaire est liée à celle qui vous occupe en ce moment et que messire Ernaud a voulu ma mort, non un quelconque débiteur d'une usure que je ne pratique pas. Bien entendu, tu avais reconnu le cheval, rugit Hugues, et comme une vieille bête, tu as cru qu'un mensonge te sauverait la mise. Tu as affaire à plus malin que tu ne croyais. Il se tourna vers son neveu. Es-tu convaincu à présent? Qu'attends-tu pour arrêter Ernaud? Je vais d'abord l'interroger, mais pas ici. Il est à l'abbaye. J'y vais. À l'abbaye. Tu ne peux pas l'arrêter sans encourir les foudres de Fulbert. Je le sais. Lui aussi. Ce que je veux, c'est qu'il n'essaie pas d'en sortir. J'ai besoin d'un peu de temps pour y voir plus clair. Guy et Ernaud se faisaient face dans la salle étroite et sombre du logis qu'Iso occupait à l'abbaye pour la durée des fêtes. Le bâton de bois qui fermait l'unique fenêtre était resté ouvert, laissant passer un air humide et froid. Il pleuvait toujours. Guy attaqua sans préambule. Pourquoi avoir caché votre présence aux abords de la clairière, la nuit du crime? Ernaud répliqua sur le même ton. De qui tenez-vous que j'y étais? Deux personnes ont vu votre cheval. Le marchand qui vous l'avait vendu et ne pouvait pas ne pas le reconnaître. Je l'ai entendu vous dire le contraire, qu'il n'avait pu le voir, caché qu'il était par de gros houx, et soudain la vue lui revient. Quelle étrangeté! Certains événements qui s'est passé ce matin même, dans la forêt proche de la Mativie, semblent lui avoir fait recouvrer la mémoire. À cette heure, Géraud devrait être mort. Ernaud haussa les épaules. Qu'il dit? Comment pourrait-on prendre au sérieux les propos d'un homme aussi habile à travestir la vérité qu'à maquiller les chevaux? Si l'autre témoin est aussi peu fiable, de qui s'agit-il? Du valet de Fitzroy. Lui aussi était dans la clairière cette nuit-là, et il a vu un cheval portant au front une tache blanche en forme d'étoile. Ernaud dit avec mépris: Beau témoin que voilà. Après le marchand, le valet. Si je mets dans la balance ma parole de chevalier contre la leur, le conseil de justice me croira plutôt que c'est rustre. Guy ne l'ignorait pas. Même si ce valet se révélait petite fille de Jocelyn de Courtenay, son témoignage pèserait peu. Une femme. De quoi êtes-vous venu m'accuser, messire de Servières? De meurtre de Fitzroy? Je regrette, mais cherchez ailleurs. Je croyais que vos soupçons se portaient sur le Templier. On dit que vous l'avez menacé, s'il quittait l'abbaye, de le faire arrêter. On dit vrai, il en va de même pour vous, Ernaud de Turenne. Ne vous avisez pas de quitter l'abbaye. C'est un ordre, et dans cette vicomtesse-ci, c'est moi qui les donne. Nous ne sommes pas à Turenne, et je n'ai pas envers vous les faiblesses de votre frère. À peine était-il sorti qu'Iso souleva la teinture qui séparait la salle du réduit où était le lit. Son ravissant visage était crispé. Vous auriez dû lui dire la vérité. Ah, ne commencez pas. Contentez-vous d'être belle et n'essayez pas de penser. Les yeux d'Iso se plissèrent. Quand vous êtes sûr de vous? Si je le voulais, pourtant, ce Templier. Ce Templier est ici pour une autre raison que celle du complot. Ne mélangez pas tout. Elle se dirigea vers la porte. Où allez-vous? À l'office, c'est vigile de fête. Il eut un sourire moqueur qu'elle lui rendit et elle sortit. Guy s'apprêtait à quitter l'abbaye quand Iso l'aborda. Il était furieux de son entretien avec Ernaud et accueillit fraîchement la demande de la jeune femme. Messire de Servières, pourrais-je vous parler un moment seul à seul? Qu'avez-vous de si important à me dire? Si c'est Ernaud qui vous envoie, il perd son temps. Je ne reviendrai pas sur ma décision. S'il quitte l'abbaye, je le ferai arrêter sinon pour meurtre, du moins pour complicité de meurtre. Et si je vous apportais la preuve que vous vous trompez? Guy hésita, puis dit avec brusquerie: Venez, la loge du frère portier n'est pas grande, mais elle est proche, et personne ne viendra vous chercher là. Elle le suivit. Frère Jérôme, demanda Guy, pouvez-vous pendant quelques instants nous prêter votre domaine? J'en ai besoin.
Frère Jérôme masqua comme il put sa surprise, mais il aimait Guy et accepta. Il alla s'installer sous l'auvent de la poterne, d'où il pouvait remplir son rôle de portier tout en s'abritant de la pluie. Il se mit à prier la Vierge, alayhi salatu wassalam, dont c'était la fête le lendemain, pour que l'entretien de Guy fût bref et que surtout Fulbert n'en sût jamais rien. Sa prière fut exaucée. À peine eut-il récité de Magnificat et des Ave, qu'Iso sortit, souriante, et regagna l'abbaye. Guy remercia frère Jérôme, revint chercher son cheval, regagna miègrement. Il était très songeur. De retour à la maison forte, Guy trouva son oncle qui faisait impatiemment les 100 pas. Il s'étonna. Vous m'attendiez? Qu'avez-vous fait de Mélisande? Le jeune Arsac la raccompagnait à Merle, trop content de l'aubaine. Il est devant elle comme un paon timide qui s'essaie à faire la roue. Mais toi, qu'as-tu tiré d'Ernon? Rien, comme je le pensais. Il réfute avec mépris les témoignages d'un marchand de chevaux et d'un valet. Les membres de mon conseil feront de même. Il y eut un silence, puis Guy demanda: ajouteriez-vous foi aux paroles d'une femme comme Iso? Cela dépendrait des paroles. La plupart des hommes, y compris Ernaud, ne voient que sa beauté, à tort. Elle est fine mouche. Le croyez-vous capable de mentir pour sauver Ernaud? Là, je te dis non tout de suite. Pour se sauver elle, mais pour personne d'autre. Si je comprends bien, elle t'a parlé. Que t'a-t-elle raconté? Une histoire de complot et de trahison. Pour le complot, vous avez vu juste. Le prince Jean tente de prendre à son frère une partie de l'Aquitaine avec l'aide de certains chevaliers dont Ernaud est le chef. Jean lui a fait miroiter rien moins que les 3 fiefs d'Arsac. S'il réussit à se saisir des barons fidèles à Richard, qui seront tous présents au château d'Arsac, autour du messager secret venu de Terre Sainte, joli coup de filet qui vaut bien 3 fiefs. Hugues fronça les sourcils. Mais le messager de Richard, ce Fitzroy, comment? Tout le nœud de l'affaire est là. Ce Guillaume Fitzroy, cet écuyer fidèle, un des préférés de Richard, était depuis Toulouse décidé à trahir son maître. C'est avec Ernaud qu'il avait rendez-vous dans la clairière de votre bois, pour mettre au point les derniers détails du piège où allaient tomber les barons du Périgord. Vous le voyez, bel oncle, Ernaud ne peut pas être son meurtrier. La mort de Fitzroy anéantit son plan. Il lui faut en monter un autre, ce sera moins aisé. Il ajouta après un nouveau silence: si toutefois Iso dit vrai, c'est elle qui t'a tout révélé. Ernaud ne t'en avait rien dit. Rien. Iso est habile. Ce complot qu'elle me révèle ne m'intéresse pas. Elle le sait. Je n'ai pas fait, moi, allégeance à Richard. Mon roi, ce n'est pas lui, c'est Philippe de France. Reste la tentative de meurtre sur Géraud. Elle ne l'a pas nié. Mais Géraud n'est pas mort. Ernaud ne risque rien. Il n'ira comme il l'a fait avec moi. Elle n'a pas nié, elle, la présence du cheval d'Ernaud dans la clairière la nuit du crime. Non, puisqu'il avait rendez-vous avec Fitzroy. Il n'a pas vu le meurtrier. Lorsqu'il est arrivé aux abords de la clairière, il lui a semblé voir comme des ombres furtives. Des bruits l'ont inquiété, de ces riens qui trahissent une présence dans le silence des bois, la nuit. Ernaud a dissimulé son cheval comme il a pu derrière le buisson de houx et s'est tapi un peu plus loin. Il a entendu des voix, comme une dispute assourdie, puis plus rien. Quand il s'est décidé à sortir de sa cachette, il n'y avait dans la clairière que le cadavre de Fitzroy. Et le Templier dans tout ça? Isot a parlé de lui. Il semblait la connaître. Raymond de Turenne lui avait parlé d'elle, lors du siège de Saint-Jean d'Acre, où ils combattaient ensemble. Renan de Châtillon aurait profité de sa venue dans la région pour la rencontrer et lui transmettre les dernières paroles. De son vieil amant, coupa Hugues. Tu l'as cru? Non, mais Ison ne l'a pas cru davantage. Elle semble chercher la vraie raison de sa présence, sans la trouver. Moi aussi je la cherche. Que vas-tu faire? Dormir, bel oncle. La nuit, dit ton porte-conseil. J'en ai besoin car nous avons un complot et 2 traîtres, mais toujours pas de meurtrier. Et demain c'est grande fête à l'abbaye. Fulbert m'enverrait bien sur le bûcher si, par ma faute, quelque scandale se produisait.